Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Johan Schwinn-Joubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président-directeur général du groupe Réalité. Alors j'avais une première question. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan général, sans forcément rentrer dans des chiffres précis, mais en tout cas un bilan général de l'activité du groupe Réalité en 2023 dans un contexte immobilier plutôt bousculé ? Alors, plutôt bousculé, c'est presque un euphémisme. C'est vraiment une crise terrible qu'on subit depuis le milieu de l'année 2022, parce qu'en vérité, les choses ont commencé à s'écrire au S1 22. Et c'est le T3 22 qui a été la première bascule, avec une chute sans fin jusqu'à aujourd'hui. On a quand même un petit peu le sentiment de toucher le fond de la piscine d'un point de vue immobilier. Donc l'année 2023, ça a été une année d'une violence incroyable, parce qu'on est passé d'un monde avec quand même beaucoup de volume, même si ceci était déjà en contraction. Et moi, je trouve que le marché de la promotion immobilière en France était déjà résidentiel, en tout cas, était déjà dans une fin de cycle depuis une dizaine d'années. On voyait bien que les volumes avaient tendance à baisser après avoir atteint un pic en 2017-18. Les durées de projet devenaient de plus en plus longues et des marges étaient quand même déjà assez en contraction. Mais alors l'année 2023, c'est une année stupéfiante, quoi. Baisse de 50% sur le rési, 80% sur le tertiaire. Enfin, je vous le fais à mon intuition, comment je vois les choses et comment on les ressent. Mais ça a été une année incroyable, avec un changement de salle de bal, quoi. On est passé d'une salle de bal où on était en croissance, où on avait une vision d'un marché en développement avec beaucoup d'acteurs en compétition pour faire du développement, à un marché qui était en forte décroissance. Et Réalité a traversé ça, d'ailleurs en étant quasiment le premier acteur à dire qu'on allait se séparer de collaborateurs. On l'a fait dans la presse régionale nantaise, un article de la lettre API, c'était en septembre-octobre si j'ai bonne mémoire, où d'ores et déjà j'avais annoncé le fait qu'on ne pouvait pas garder l'ensemble des équipes dans un contexte de décroissance. Ouais, dans la foulée, maintenant, tout le monde s'est un peu révélé, un peu déculpabilisé aussi, parce que quand on prend une telle avalanche économique sur la tête, peut-être que ça va vous étonner, mais en tant que dirigeant, évidemment, on a peur, mais on a aussi un peu honte. On a un peu honte de perdre le fil, de perdre la main, de perdre un peu le contrôle de tout ce qui se passe, et puis à la fin de devoir dire bah oui, il va falloir alléger nos charges, il va falloir se séparer de gens, on va plus pouvoir recruter autant, nos projets doivent être repensés, revus, abandonnés, enfin changement de paradigme total, quoi. Donc in fine, on présente nos comptes dans 15 jours, donc je peux pas en dire trop, mais vous verrez dans 15 jours que l'essentiel est là. On a annoncé un chiffre d'affaires autour de 400 millions d'euros, donc quoi qu'il arrive, je peux le répéter, donc on est quand même en croissance d'une dizaine de pourcents sur notre activité maîtrise d'ouvrage, ce qui est un exploit dans le contexte, quoi. Voilà. Alors après, on aurait dû mieux faire, mais on va dire que l'essentiel est sauf. Maintenant, mon sentiment, c'est qu'on est seulement à la mi-temps de ce match contre la crise. On a fait un premier mi-temps de chute immobilière, chute financière, parce qu'on voit tout le monde des SCPI, des OPCI, des SGP, les banques qui financent moins, etc. Enfin, tout le monde de la finance autour de l'immobilier, à strictement parler, est en crise aujourd'hui. Donc là, on est probablement dans le semestre de l'intensité de la crise le plus fort. Et en même temps, on est au début de la fin de la crise. Et ça, j'en suis certain. Par contre, 12 mois, 18 mois, 24 mois, voilà, je pense que c'est à partir de la fin de cette année jusqu'à peut-être 2026 au plus tard. Mais en tout cas, on a fait les 2 premières années. Il y a encore 2 petites années à faire devant nous pour sortir de ce retournement de marché, en fait. Vous avez utilisé une métaphore footballistique, parlant de première et de deuxième mi-temps, ce qui me permet de pouvoir directement aborder ma deuxième question, qui concerne également un lieu emblématique du football français, à savoir le Stade Bauer, situé à Saint-Ouen. Alors j'ai eu la chance de pouvoir justement assister à l'inauguration d'une nouvelle tribune il y a maintenant 2 mois de cela, je crois, dans des conditions météorologiques un petit peu difficiles. Et j'aurais souhaité revenir justement sur ce projet, notamment concernant l'appel d'offres que vous avez remporté, concernant la rénovation de ce lieu si emblématique justement pour la ville de Saint-Ouen, et plus globalement comment le projet est mené de concert, notamment avec la mairie de Saint-Ouen, et quelles sont les échéances justement pour la livraison finale de ce beau projet.
Alors c'est le plus grand projet du groupe, le plus gros, le plus beau, je trouve. On y a mis tout notre cœur, tout notre savoir-faire, tous nos moyens financiers aussi d'ailleurs, accompagnés par des partenaires equity qui ont investi à nos côtés, par nos clients. La française Ares qui va opérer un co-living avec Nomo, le club aussi, qui est une partie prenante de cette opération très importante. On a le club et les collectivités locales. Évidemment, la première d'entre elles, c'est Saint-Ouen-sur-Seine avec son maire Karim Bouamrane. Ensuite, on a Plenco. Ensuite, on a le département. On est proche de Saint-Denis. On a la région. On a la métropole du Grand Paris, donc en fait on a tout cet écosystème à aligner en fait sur le même objectif et c'est le cas, c'est-à-dire que c'est un projet. Vous connaissez un peu Réalité, mais on a beaucoup travaillé depuis 7-8 ans autour du sens de notre travail, parce que comme ça fait longtemps que c'est difficile, il y a un moment on se demande pourquoi on fait tout ça. Et on a ramené beaucoup de sens dans l'activité de maîtrise d'ouvrage et beaucoup d'humilité, je dirais, en se mettant au service de nos 3 clients, le territoire, qui est un client à part entière, l'investisseur dans les murs et l'exploitant. Ben, en fait, cette position-là, on la ressent parfaitement sur Bauer, parce que finalement, nous, on est un traducteur entre les besoins des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres, nos contraintes à nous, puisqu'il faut que ça s'équilibre tout ça, et qu'à la fin on réussisse à gagner un petit peu d'argent en tenant nos engagements. Donc c'est un projet gagné en 2018 aussi, c'est très long, et en même temps c'est probablement le projet d'IMGP2 qui va le plus vite. Donc c'est à la fois très satisfaisant, à la fois très frustrant de le sortir dans ce contexte aussi. C'est un peu malheureux quoi d'avoir un si beau projet qui sort dans un contexte immobilier quand même il y a un an, on parlait d'un changement de paradigme, mais bon, il y a une crise terrible, ça c'est un fait, mais qui va entraîner un changement de paradigme. Il faut que le métier d'après sera plus le métier d'avant et les volumes d'ailleurs non plus, je pense, seront plus les mêmes. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est un bel objectif. J'ai cru comprendre que vous aimiez le foot, et c'est vrai que quand on voit un petit peu la situation à Paris, en région parisienne, avec le seul PSG qui existe à ce niveau-là, je pense que c'est quand même une fierté de pouvoir faire en sorte que ce club qui, je crois en plus, performe assez bien à l'heure actuelle, voilà, dans 3e division et qui peut remonter en Ligue 2, puisse avoir un écrin à la hauteur peut-être de ses ambitions revues à la hausse. Oui, mais avant d'aimer le foot ou d'aimer le sport en général, je crois que ce qu'on aime, c'est être au service des gens. Évidemment, en gagnant de l'argent, je le répète, et l'un n'est pas opposé à l'autre en fait. À partir du moment où on dit les choses clairement, on peut tout à fait aligner les intérêts. Donc je reviens sur Bauer, on est fiers de là où on en est, parce qu'on a tenu 100% de nos engagements. On est fiers d'y arriver malgré tout aussi, ça c'est quelque chose d'important. Donc les prochaines étapes, c'est l'achèvement de la Bauer Box. On est quand même à peu près à la moitié du gros œuvre maintenant, donc ça va quand même enchaîner assez vite. On approche des Jeux, donc il va falloir aussi qu'on gère cette transition avec les Jeux Olympiques, parce qu'on est à un petit kilomètre du village olympique. On a des équipes olympiques qui s'entraînent sur site aussi en football, donc ça aussi c'est une fierté. Le terrain a accueilli les Jeux il y a un siècle, il les accueille de nouveau un peu grâce à nous et grâce à toutes les personnes toutes les personnes morales que j'ai citées avant, qu'elles soient publiques ou privées. Donc voilà, on est dedans. La clé du succès, la clé des 2 prochaines années, ça va être cette transition de cette année-là, la charnière avec les Jeux Olympiques, embarquer une banque aussi, parce qu'aujourd'hui c'est un projet qu'on porte 100% sur fonds propres, entre les ventes en état futur d'achèvement et puis nos fonds propres. Donc il faut qu'on ait un relais bancaire à s'inscrire sur le projet et puis remplir, continuer de commercialiser. On a des surfaces commerciales qui ont l'air de vouloir se remplir là assez vite. Il faut finir le succès de cette opération qui sera achevée à peu près dans 2 ans maintenant. Très bien. Alors on va sortir du football pour le coup, pour se concentrer justement sur votre façon de construire. Vous êtes très actif justement dans la construction éco-responsable, notamment via le recours au bois, mais également je crois savoir sur la construction hors site dont on parle de plus en plus, notamment pour résoudre un certain nombre de problèmes justement liés à la construction immobilière. C'est un sujet qui revient de façon très récurrente. Est-ce que vous pourriez développer justement un peu ces 2 aspects, à la fois la construction éco-responsable et la construction hors site ? Alors,
Réalité a investi dans une entreprise qui s'appelle Meyers. Meyers qui a un pôle archi, qui a un bureau d'études et qui a une usine qui est probablement une des plus grosses usines aujourd'hui françaises de la fabrication hors site, qui est située à Rennes et qui réalise une belle opération modulaire pour la Rennes School of Business. Donc on y croit depuis 3 ans puisqu'on a acheté cette société qui était toute petite en mars 2021. On a beaucoup investi. Maintenant, on attend que ça crante un peu parce qu'il y a beaucoup de discours, mais il y a encore peu de... C'est très innovant. Faut quand même accepter un truc, c'est que le pitch est facile à comprendre. Oui, on fabrique dans une usine, ça va aller plus vite, c'est plus environnemental, les chantiers sont plus propres, on va robotiser, donc on va régler un certain nombre de problèmes de main-d'œuvre, on va fiabiliser aussi la qualité. Enfin, on voit bien le pitch en fait, mais du pitch à la réalité, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même une distance assez longue. Pour quelles raisons? Alors pour une multitude de raisons. Le financement n'est pas le même côté promoteur. Il y a des enjeux d'assurance, il y a des enjeux de normes pompiers, il y a des enjeux de PLU, il y a des enjeux de filière aussi, puisque c'est aussi des nouveaux métiers pour certains d'entre eux. Donc on manque de bras sur les usines. Par exemple, notre usine, on veut la passer en 2-8 aujourd'hui, on ne trouve pas le personnel. C'est en train de fragiliser le modèle économique parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc on va aller chercher des travailleurs européens pour arriver à passer d'un 8 en 2-8. Et cette histoire de cadence est absolument essentielle. Donc voilà, nouvelle filière RH et surtout transformation du mindset des maîtres d'ouvrage. Mais du maître d'ouvrage investisseur. Je crois que le promoteur dans ce schéma-là disparaît de la chaîne. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Quelle est la place du promoteur demain? On est dans une vraie logique de build to rent. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit être la foncière, qui doit nous passer une commande à nous qui sommes à Meyers, pardon, pas réalité présidée par Yoann Joubert, à Meyers, présidée par Luc Belot et dirigée par Quentin Goudet, doit passer une commande à Meyers pour fabriquer un produit hyper fiable, qui va plus vite et qui est très performant sur le plan environnemental, voire qui un jour est déplaçable. Et qui répond au seul enjeu qui existe aujourd'hui sur le marché, et aux seuls clients solvables sur le marché, les bailleurs sociaux de logement social ou de logement intermédiaire, et deuxièmement, le logement intermédiaire. Et est-ce que sur la construction hors site, il n'y a pas également, je ne vais pas dire une problématique, mais en tout cas une relation de confiance à trouver, notamment avec les architectes? J'avais assisté justement à une conférence de presse il n'y a pas si longtemps, où les architectes étaient présents et où eux-mêmes, bien qu'ils considéraient que la construction hors site pouvait représenter une véritable valeur ajoutée sur un certain nombre de choses, émettaient quand même pas des doutes, mais en tout cas émettaient certaines réserves, notamment quant à leur métier eux-mêmes. Ah, c'est sûr. Comment justement peut se nouer cette relation entre les promoteurs d'un côté et les architectes de l'autre, qui ont besoin de montrer justement la valeur ajoutée qu'ils apportent quand ils participent à des projets? Vous savez que je suis fondateur de Réalité et que je suis président de Réalité. Ça fait 21 ans que je m'y colle et j'ai créé cette boîte, mais vraiment from scratch avec 7 000 €. Hein. Donc, et le cœur de métier de Réalité, c'est la promotion immobilière. Je peux dire aujourd'hui que le promoteur immobilier qu'on a connu il y a 20 ans est en train de disparaître de la chaîne de production. Donc, si on ne se remet pas en question, il n'y aura plus de promoteurs immobiliers, ou très peu, avec des volumes qui représenteront peut-être 10, 20 ou 30% des volumes du passé demain. Donc la remise en question que doivent opérer le maître d'ouvrage qui n'est pas investisseur, les architectes ont la même remise en question, non pas sur peut-être 80% du marché, mais sur le segment de la fabrication hors site. Il faudrait que l'industriel fasse ses permis. Parce que aucun industriel ne supportera de la variabilité forte en fait sur sa production. Sinon les coûts explosent. Ça passe du simple au double en fait. Je pense que l'objectif de Meyers, c'est d'être capable de construire études inclus, permis inclus. C'est important d'entendre ça, permis inclus. Entre 1500 et 1700 € le mètre carré. Là où dès qu'on variabilise et dès qu'on sort d'une logique strictement de produit comme un iPhone industrialisable, on double le coût en fait. Donc un coût doublé, ça veut dire très peu d'opérations éligibles. Et si on veut être sur le coût cible, ça veut dire de l'hyper-industrialisation, mais ça démarre dans le permis. Et objectivement, aujourd'hui, très peu de cabinets d'archi, il y en a, heureusement d'ailleurs, mais très peu d'archi sont capables de dessiner un plan qui correspond à un produit industriel. C'est ça, parce que effectivement. C'est presque antinomique avec leur métier. Avec leur métier, c'est qu'effectivement font du spécifique, oui. Alors qu'il y a une dynamique peut-être plus d'industrialisation quand on crée du hors-site que quand on le fait sur place avec un plan d'urbanisme, avec un produit qui est pensé justement pour s'intégrer à un environnement précis.
le hors-site peut rentrer en contradiction justement avec ce modèle-là et donc le cœur de métier de ce que faisaient et de ce que font aujourd'hui les archis ont de beaux jours devant eux en fait, parce que 70 ou 80% du marché, ça va rester ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr. Donc le hors-site passant de 1% à peut-être 15, 20, 30% au plus haut de la production immobilière en France, mais vous laisse encore une place énorme. Vous ne pensez pas que ça va dépasser les 25 ou 30% grand maximum? Non, je crois pas. Même si c'est une filière qui se développe. Vous savez, on a parlé d'innovation tout à l'heure. Pour que cette filière réussisse, il faut aussi que les promoteurs changent d'état d'esprit. Parce que là, on parle des architectes. Mais les promoteurs, c'est pareil. Le promoteur classique, le promoteur qui fait de la VFA, Rési, 40 lieux en première couronne parisienne, 40 logements, pardon, en première couronne parisienne. S'il change pas de mindset, il fera jamais de hors-site. C'est impossible. Faut tellement de rigueur, faut tellement de compromis et en même temps pas du tout de compromis. C'est-à-dire faut faire un compromis avec nos habitudes pour arrêter de faire du compromis sur la programmation. Si on fait ça, on y arrivera. Voilà. Et ben en même temps, une usine, ça tourne avec 30 millions de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas besoin de faire 3 milliards, vous voyez. Bien sûr. Et la vraie compétitivité, elle viendra par la robotisation. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'en France, il y ait une. Je parle je demande qu'à être démenti. Ouais. Mais je ne crois pas qu'il y ait une usine réellement robotisée en France. Sachant que le prix de revient, il y a 60% de matière déjà. Donc même en robotisant, on va traiter que les 40% restants. Donc c'est une révolution qui est multifactorielle, où tous les petits détails vont compter pour arriver à de la performance, c'est-à-dire construire des immeubles en quelques mois, avec un très haut niveau de qualité, une très forte performance environnementale, en étant pas cher. Je souhaitais évoquer également avec vous la maîtrise d'ouvrage, qui est sous pression depuis maintenant plus d'1 an. Quel impact cette donne a eu justement sur le groupe Réalité ? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est révision du projet d'entreprise, c'est abandon de projet, c'est d'abord dans un premier temps évitement des recrutements, dans un deuxième temps un accord de rupture conventionnelle. Je pense qu'on a dû séparer d'une centaine de collaborateurs quand même. C'est une gestion financière au cordeau. En fait, on gère plus vraiment les opérations comme avant, c'est-à-dire les OP de promo un peu historiques. On les gère par le cash. Ce qu'a très bien dit Alain Taravella d'Altarea Cogedim, c'est une gestion par le cash, même pas par la marge. Donc il faut déstocker le backlog pour régénérer une nouvelle génération d'opérations. Il y en aura beaucoup moins, c'est probablement moitié moins, mais elles sont largement meilleures que ce qu'on a connu avant. C'est même étonnant, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles opérations qui arrivent, qui sont si bonnes que je ne me rappelle pas en avoir vu de telles depuis que j'ai créé la boîte. D'accord. Donc c'est là où je vous dis, c'est un peu, on voit une toute petite lumière au bout du tunnel parce qu'il commence à y avoir des petites choses intéressantes. Et enfin, j'ai une dernière question très rapidement. Quels sont, on va dire, vos projets en cours ou à venir les plus emblématiques, en tout cas ceux que vous souhaiteriez mettre en avant On a un très gros projet à Rennes où on va construire tout un ensemble tertiaire pour une 50aine de millions d'euros, mais pour le compte d'utilisateurs. Donc là, on est quasiment dans une notion de CPI. En fait, ça c'est un très beau projet sur un territoire où on est très implanté aujourd'hui, la Bretagne et la métropole de Rennes en particulier. Il y a toujours Bauer. On a un projet un peu emblématique à Bordeaux aussi qui s'appelle ECA, où on a une destination santé qui est assez forte. Donc moi j'ai envie de dire que tous les projets qui sont mixed use ont de l'intérêt, quoi. Mais sincèrement aujourd'hui, mieux vaut ne pas être exposé à des très gros projets comme on pouvait envisager de le faire il y a encore 2 ans, et plutôt avoir un portefeuille assez diffus de projets qui ont des liquidités plus sécurisantes. Très bien. Merci beaucoup Yoann Champjoubert. Non, merci de votre intention. Voilà, attention. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.